Salut à tous et bienvenue dans cet échange. Aujourd'hui, j'accueille Louis qui travaille avec moi dans le projet qu'on a et que j'ai, qui est d'accompagner les pros du sport et du bien-être à développer leur business. Donc aujourd'hui, avec Louis, on va échanger et il va surtout nous apporter sa vision sur le langage non verbal. Donc on va parler de tout ça. Louis, je te laisse te présenter de manière un peu plus détaillée pour ceux qui te connaissent pas. Et puis, go. Salut à tous, merci Sid pour l'invitation, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Donc moi je m'appelle Louis, je suis formateur indépendant depuis 4-5 ans maintenant. Je suis ancien comédien professionnel. Je me suis formé à l'école internationale de théâtre La Salle, qui est une école qui est spécialisée dans l'analyse du mouvement, mais plutôt spécialisée dans le corps poétique, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour incarner au mieux mes personnages. On a travaillé sur toute la dynamique corporelle du monde scénique. Et puis après mes études, le théâtre, j'en avais un peu par-dessus la tête. Donc je suis arrivé dans le milieu de la formation par le biais des formations de prise de parole en public. Donc j'accompagnais des coachs de tous les milieux, des conférenciers, des formateurs, pour les former à des techniques juste d'oralité. Comment est-ce que je fais pour être le plus impactant possible, pour bien transmettre mon message? Et j'ai formé du coup tout un tas de personnes dans énormément de secteurs d'activité différents. Parce que quand on monte en compétences en France aujourd'hui, que ce soit dans le management, que ce soit dans le commercial, que ce soit dans le coaching, toujours en fait de la communication à faire, à dire, un message à passer. Et qu'on soit débutant ou confirmé, il y a toujours des choses à améliorer. Donc, mes premiers clients, je les ai eus comme ça, en faisant de la formation de prise de parole en public. Et ensuite, j'ai rejoint un cabinet de formation qui s'appelle Altitude Formation, et qui, lui, était beaucoup plus spécialisé dans l'accompagnement des managers dans les grandes entreprises et des commerciaux, donc des forces de vente. Et en mixant les deux, avec l'expérience que j'ai acquise dans cette entreprise et puis avec mes clients de base, j'ai développé, moi, mes méthodes de formation. Aujourd'hui, je suis certifié Calliope et j'accompagne aujourd'hui mes clients dans deux grands domaines de prédilection qui sont le management de proximité, donc quand on a une équipe avec soi à motiver, et des commerciaux, donc que ce soit des coachs qui vendent leurs services à des clients ou littéralement des chefs de secteur qui doivent vendre des produits euh, pour la grande distribution. Moi, je m'adresse à ces publics opérationnels, donc des gens qui sont sur le terrain, ont des objectifs précis. Et moi, mon job, c'est de faire en sorte qu'ils aient un maximum d'outils pour performer le plus vite possible. Au lieu d'attendre 2 ans d'engranger de l'expérience, c'est des formations hyper opérationnelles, hyper sur mesure, pour qu'au lieu de prendre 2 ans d'expérience, tu puisses acquérir la même chose, mais en 2 mois, 6 mois, par exemple. C'est mon job. Ok, c'est marrant que tu dises ça. Enfin, c'est cool parce que souvent on entend que dans le business, c'est long, c'est dur, ça doit prendre des années, alors qu'en fait, avec les bons outils adaptés à toi, tu peux emprunter. En fait, si tu empruntes un chemin qui est adapté à qui tu es, etc., etc., ben certes, il y a des hauts et des bas, mais ça prend pas forcément 10 ans d'atteindre tes objectifs, quoi. Hmm. Et c'est le but de la formation. Ah oui. Du coup, on va parler du langage non verbal. Toi, déjà, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est? Ouais. Expliquer ce que c'est, surtout expliquer ce que c'est pas, je pense, parce que il y a énormément de choses qu'on peut trouver soit sur les réseaux, soit sur Internet, et je pense que ça fait partie de ces sujets qui ramènent tellement de bullshit. C'est parce que c'est hyper à la mode en fait. C'est très très à la mode depuis longtemps en plus dans l'univers de la formation en France notamment. C'est monté en puissance dans le courant des années 90, la synergologie, le langage non verbal. Et si vous tapez ça sur Internet, vous allez retrouver tout un tas de blogs sur le management et sur la communication qui vont vous parler du langage non verbal. Techniquement, le langage non verbal, c'est tout ce qui est pas verbal en fait. C'est-à-dire que là, on communique ensemble, tu comprends ce que je dis parce que on parle la même langue et que tu comprends le vocabulaire que j'emploie. Et tout ce qui est pas lié à mon vocabulaire et aux mots que j'utilise, c'est du non verbal. C'est-à-dire que les gestes, ce que je fais, le contact visuel que je peux avoir avec toi, le, même au niveau de ma voix, tu vois, la vitesse de ma voix, la tonalité de ma voix, la hauteur, ce que je dis, ça influe, et ça fait partie du langage non verbal, tout simplement. Là, on est en distanciel, donc on n'a que ces éléments-là, et puis c'est vachement raccourci. Mais si en plus on était face à face et debout, il y aurait la distance de confort, c'est-à-dire la distance à laquelle je me positionne face à mon interlocuteur. Et tous ces éléments-là, en fait, que ce soit du contact visuel jusqu'à la voix, même la respiration, on peut dire que c'est du langage non verbal. C'est tout ce qui va teinter ton expression et qui va donner une couleur, on va dire, spécifique à ce que tu dis et à comment tu le dis.
En gros, c'est ça, le langage non verbal. Et je dis beaucoup de bullshit parce que, en fait, techniquement, ça s'arrête là. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a littéralement aucune étude scientifique qui démontre l'impact de tel ou tel geste ou de tel ou tel comportement dans la vie de tous les jours. Tu n'as aucune étude, en fait, qui sont basées là-dessus. Euh, il y en a qui ont essayé, mais les résultats sont pas probants. C'est-à-dire que c'est pas, alors, je sais, j'ai plus l'étude en tête, mais une étude qui tendait à démontrer que si tu prenais une certaine posture, genre tu te mettais debout et tu prenais des postures de force et de pouvoir comme ça, ben, ça pouvait avoir une influence positive sur ton leadership et même sur la chimie de ton sang, tu vois. Il y a des théories qui sont allées vachement loin sur le fait que ça pouvait même avoir un impact sur la physiologie de ton corps, mais c'est du bullshit, ça existe pas. Mais pour autant, c'est pas parce que c'est pas un pouvoir magique qu'il n'y a pas d'effet. C'est-à-dire que si je m'étais présenté comme ça en disant bonjour à tous, je m'appelle Louis Poirier, je suis formateur indépendant et je vais vous parler du langage non verbal. Ah, tu vois, ça a duré 4 secondes. Et là, déjà en 4 secondes, tu te dis, si vous écoutez ce podcast dans votre voiture ou pendant que vous faites du sport, tout de suite, vous vous seriez dit, OK, je passe à autre chose. C'est pas possible. Avec ce mec-là, ça va pas le faire. Parce que forcément, ça génère des émotions, ça génère quelque chose, et quand il y a un écart qui est trop grand entre ce que j'attends et ce que je reçois, eh ben c'est pas agréable non plus. Donc c'est qu'il y a quand même un impact, ça existe, c'est là. Ok. Ok. Et toi, du coup, comment est-ce que tu t'es intéressé à ça dans ton parcours? Eh ben, littéralement avec le théâtre. En tant que comédien, quand tu veux incarner un personnage, tu as énormément d'écoles différentes, énormément de manières de s'approprier un personnage, quel qu'il soit. Et l'école d'où je viens, pour le coup, était très basée sur le corps. Ça a commencé avec ma compagnie amateur à La Rochelle, qui était une compagnie très basée sur le corps, sur le mouvement et sur le comédien, pas athlétique, mais le comédien qui donne beaucoup. Et mes études ont vraiment, on va dire, affiné mon regard, parce qu'on allait vraiment loin sur l'interprétation du personnage, tu vois, entre un index pointé et puis un index qui va un peu se tendre, juste dans une tension corporelle, de bander un peu tes muscles, de fléchir légèrement les genoux. T'as beau dire le texte de la même manière, ça va créer une tension qui est différente sur des détails qui sont minuscules, qui paraissent au début vraiment sans importance, mais mis bout à bout, tous ces éléments-là bah, font que ça a son importance. Et pour tout te dire, au niveau de mon parcours, comme j'ai rejoint une entreprise c'était littéralement l'entreprise de mes parents que j'ai rejoint, l'entreprise de mon père, qui était formateur déjà depuis plus de 20 ans, et à cause de gros soucis de santé qu'il a eu, je l'ai accompagné dans ses formations. Et lui, il avait rien à voir avec le théâtre, hein, vraiment, c'était formation commercial et management pour des grandes entreprises du secteur bancaire, de la grande distribution, des assurances. Enfin, c'était vraiment un monde qui était complètement inconnu pour moi. Et en fait, en l'accompagnant dans ses formations, lui, il utilisait beaucoup de mise en situation, il faisait beaucoup de sketchs, il utilisait beaucoup la caméra, qui filmait les stagiaires, qui mettaient dans des situations diverses et variées, que ce soit des situations de management ou des situations de vente. Il jouait le rôle du client, puis en face, bah, tu filmes le stagiaire qui fait comme lorsqu'il est dans son métier. Et l'objectif, c'est jamais de recréer la même situation que ce que tu as quand tu es en train de vendre, que ce soit dans une salle de sport ou dans un rayon de magasin de grande distribution. C'est de recréer de la tension et puis de voir ce que ça donne, tout simplement. Et puis, bah, au lieu de rester sur les parkings des entrepôts ou des salles de formation, je me suis déguisé en formateur, j'ai mis une petite chemise, pas une petite cravate non plus, mais je me suis sapé comme il fallait pour être accueilli dans ce genre d'endroit. Ça fait aussi partie du langage non verbal. Et en fait, on s'est rendu compte que pour les débriefings vidéo, eh ben, j'avais plein de choses à dire, qui étaient un regard très très différent de ce que lui, il avait, plutôt académique avec son milieu. Et en fait, la formation que j'ai eue, elle a aiguisé mon regard sur des détails qui, effectivement, bah, pouvaient et avaient leur importance. Avec certaines personnes qui se rendaient compte de, oh la vache, putain, je, je me rendais pas du tout compte que je faisais ça ou que je le disais comme ça. Et en fait, quand tu mets le doigt dessus, eh ben, ça te donne ensuite des pistes de travail qui te permettent de t'améliorer. Soit un truc que tu fais déjà vachement bien et sur lequel tu t'appuies pour renforcer ton estime personnelle et ta confiance, tu dis, OK, je suis compétent là-dedans, soit quelque chose qu'il faut améliorer parce que tu te dis, oh, ça, j'aime pas du tout et je sens que ça marche pas quand je le fais. Et donc, en prendre conscience, ça t'aide ensuite pour le travail, tout simplement. Donc, c'est ça qui m'a amené, en fait, au fur et à mesure à aiguiser ces outils-là, à les travailler, à les affiner pour aujourd'hui pouvoir les proposer à toutes les personnes, en fait, qui participent à mes formations. C'est l'outil principal que j'utilise. Et là, envie de dire, c'est le seul qui est vraiment commun toutes mes formations, quel que soit le domaine d'activité que j'accompagne. Tout à l'heure, tu disais que dans la synergologie, il y avait
de la vérité, mais du bullshit et qu'il y en avait beaucoup et que quelqu'un qui se gratte le nez, ça veut pas forcément dire qu'il ment, c'est peut-être que juste ben, son nez le gratte en fait, tout simplement. Mais comme tu utilises le langage non verbal, comment tu l'utilises étant donné que tu peux pas être sûr, tu vois, étant donné que tu sais pas si là, le nez de la personne le gratte ou pas, tu vois, genre, je sais pas si ma question est floue, mais comment tu mets ça en pratique étant donné que tu peux pas vraiment savoir ce qui pousse la personne à bouger, à faire tel geste, telle expression. Il y a plusieurs réponses à cette question qui est vachement intéressante. La première, c'est j'aime bien comparer ça à un texte que tu traduis dans une autre langue. Si vous allez sur Google Traduction, vous tapez un petit texte, vous le traduisez en allemand, en finnois, en chinois simplifié, en néerlandais, vous passez par du russe et vous revenez en passant par le vietnamien, le retraduire en français, votre texte, il n'aura plus, plus du tout de sens. Parce que le langage non verbal, c'est quelque chose qu'il faut toujours remettre dans le contexte, spécifiquement. Moi, aujourd'hui, je l'utilise pas comme du vocabulaire, en disant, bah, quand il fait ce geste-là, ça veut dire ça. Je l'utilise comme un outil d'écoute. C'est-à-dire que j'ai remarqué que les meilleurs commerciaux, donc les meilleurs vendeurs que je pouvais former, qui étaient déjà très bons, c'est juste des gens qui étaient très à l'écoute. C'est-à-dire qui écoutaient leurs clients. C'est-à-dire avant de vendre leur produit, avant de vendre le service, c'était des personnes qui étaient capables de se mettre dans une posture d'écoute, une écoute active. Donc à la fois écouter ce que dit mon client, mais aussi comment il est, comment est-ce qu'il bouge. Parce que le but, c'est pas de se dire ce geste-là, il a cette signification-là, c'est de remettre dans le contexte le geste pour s'intéresser à l'autre. On s'en fout de savoir s'il croise les bras parce qu'il est fermé ou s'il croise les bras parce qu'il est détendu et qu'il est comme ça. Mais juste le fait d'être dans cette observation-là, ça vous pousse à être plus à l'écoute, à vraiment observer la personne qui est en face de vous. Donc déjà, d'être dans une dynamique de je m'intéresse à l'autre, peu importe ce que vous mettez derrière. Et ensuite, c'est là où le langage non verbal va devenir intéressant, c'est quand vous tissez une relation avec la personne. Parce qu'il n'y a que en vous exposant suffisamment longtemps à une personne que vous allez pouvoir vraiment associer tel geste à telle signification. Et il n'y a pas besoin d'études pour ça. C'est un fait dans le sens où, aujourd'hui, par exemple, la personne qui partage votre vie ou les personnes qui partagent vos vies, qui sont les gens que vous côtoyez au quotidien et que vous connaissez très bien, vous n'avez pas besoin d'avoir un dictionnaire de langage non verbal pour savoir que quand elles ont ce ton-là ou qu'elles font cette chose-là de cette manière-là, vous savez ce qu'elles ont dans la tête. Si moi, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis avec ma compagne, aujourd'hui, avec la façon même qu'elle a d'éteindre la lumière avant de venir se coucher, je sais si bah, j'ai oublié un truc ou s'il y a une tension un peu entre nous. Et la façon qu'elle a de se glisser dans le lit, de tirer la couette et de se poser, bah, je sais si elle a une tension, s'il y a quelque chose qu'il faut aller chercher parce que j'ai soit moi dit ou foiré un truc de notre côté, ou autre chose. Si vous avez des escaliers chez vous, vous savez qui monte les escaliers. Et c'est pas que une question de poids, c'est une façon c'est dans la démarche. Et ça fait partie aussi du langage non verbal. Vous reconnaissez les gens avec leur posture, avec leur démarche. Et c'est dans l'itération, dans la répétition, dans la relation que vous pouvez commencer à vous dire, OK, quand il est comme ça, ou qu'il fait ce geste-là, ça veut potentiellement pouvoir dire ça. Et j'inviterais vraiment, si c'est vraiment le genre de choses qui vous intéressent, du début à la fin, juste garder un point d'interrogation. Il n'y a pas de vérité absolue. C'est juste un outil qui doit être utilisé pour mieux écouter et m'encourager à me focaliser sur la personne que j'ai en face de moi. Ok, donc en gros, ce que tu dis, c'est que si je comprends bien, le LNV, c'est pas genre je me touche le nez donc je mens, c'est prendre les choses dans leur contexte, quand il y a de la répétition, quand tu as un lien avec la personne, pour être plus à l'écoute et la comprendre un peu mieux, c'est ça? Il y a de ça, ouais, carrément. Euh, du coup, pour que ce soit plus clair pour moi et peut-être pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu as des exemples concrets à donner dans le sens où est-ce qu'il y a il y a des tendances, genre comment est-ce que tu vas pouvoir interpréter la... Tu vois, tu parlais de ta compagne tout à l'heure qui tire la couette d'une certaine manière, mais moi je peux la tirer de cette manière-là, ça va pas dire la même chose que ce que ça veut dire chez elle. Comment tu peux interpréter les choses? Tu comprends ma Mm. question? Oui, je la comprends. En fait, tu peux l'interpréter. La meilleure des manières, c'est de demander ou de juste rentrer dans la relation en connaissant la personne. C'est-à-dire comme il y a pas de magie. Il y a des études qui ont été faites pour le coup et qui démontrent que l'être humain est extrêmement mauvais pour déterminer si une personne ment ou pas.
C'est-à-dire qu'entre le hasard et l'utilisation d'outils de calibrage de langage non verbal, on fait pas mieux que le hasard. C'est-à-dire qu'on est ultra mauvais pour détecter le mensonge. Pourtant, quand tu connais vraiment la personne, tu sais quand elle te ment. C'est-à-dire qu'en fonction du ton qu'elle emploie, tu sais quand elle dit ça, c'est qu'elle est pas à l'aise. Ou au contraire, tu as une conversation de 2 heures avec quelqu'un et d'un seul coup, en arrivant sur un sujet un peu spécifique, tu sens que le ton, il change. Et comme tu connais la personne, là, tu peux supposer qu'il y a un mensonge. C'est ce dont je parle quand je parle d'exposition. Typiquement, tu vois, j'ai ma grand-mère au téléphone et que je lui demande «Salut mamie, comment ça va?» Et puis qu'elle me répond Ça va bien, oui, merci, ça va bien». Bah, tout de suite, je vais lui demander «Mamie, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui va pas?» 100% de son langage verbal disait «Ça va bien, je vais bien, c'est OK». Par contre, tout ce qu'il y avait derrière, au niveau du ton, au niveau de l'intensité, au niveau du volume, ça me disait que il y a un truc qui va pas. Et comme je la connais, et ben là, je peux savoir que, OK, il y a un truc qui va pas. Et on le fait tous les jours, en fait. On se focalise. Alors, il n'y a pas de proportion fixe. C'est dans une relation, tu as des personnes qui vont être très sensibles, justement, au langage non verbal et d'autres qui vont y être un peu moins. C'est propre à chacun. Tu as des personnes, quand tu discutes avec elles, si tu coupes le contact visuel ou elle est en train de te parler, puis d'un seul coup, tu te mets à checker ton téléphone, tout de suite, elle va te dire ça t'intéresse pas ce que je dis? Parce que les personnes, par exemple, qui vont manquer de confiance vont être hyper focus sur les signaux d'écoute que les autres vont avoir. Alors que toi, tu peux très bien être à l'écoute, juste checker un de tes messages et suivre le fil de la conversation. Et c'est des choses qui sont à tisser dans les relations intimes entre les personnes, que ce soit dans le pro ou dans le perso. Mais tu pourras jamais conclure sur l'état d'esprit d'une personne en la calibrant en 3 secondes. Au fur et à mesure, tu vas te rendre compte de. Et j'arrive même que c'est en te rendant compte que tu t'es planté, que tu vas pouvoir te rapprocher un peu de la vérité. Qui n'a jamais mal jugé quelqu'un? Ou combien de personnes vous vous êtes dit, oh bah elle, c'est mort, jamais je pourrais rentrer en relation avec elle, et genre 10 ans après, c'est votre meilleur pote, parce que vous avez appris à la rencontrer, appris à la connaître, vous avez accepté certaines choses. Tu vois, c'est le mix entre le ressenti et ce qui se passe vraiment dans la réalité, c'est ce qui rend l'humain hyper complexe et justement hyper intéressant. Et c'est ce qui fait que l'approche du langage non verbal, comme moi je l'amène, elle est complexe parce qu'on préfère tous entendre c'est magique, il suffit juste de se dire ah l'autre il se touche le nez ou il coupe le contact visuel pour se dire ah il a menti ou je suis pas dans mon bon tunnel de vente, tu vois, mais c'est infiniment plus complexe que ça. Ok, et du coup, là, il y a 2 minutes, tu parlais du milieu pro. Donc là, je fais carrément le lien avec, tu vois, les gens qui sont autour de moi, qui sont intimes, qui font partie de mon entourage. Et oui, effectivement, à la manière dont ils marchent, je sais si ça va ou si ça va pas, tu vois. Je fais Mm. carrément le lien. Par contre, comment est-ce que toi, tu utilises ça dans le milieu pro pour vendre, tes services, tes produits? Parce que les clients, ou en tout cas un prospect, tu vois, qui vient te rencontrer pour la première fois, comment tu peux, bah, justement, comment tu utilises le LNV dans ce contexte-là? J'utilise de 2 manières différentes. La première, c'est pour vraiment identifier les stratégies comportementales du commercial, donc de la personne que je forme, que ce soit un coach ou que ce soit un vendeur, un chef de secteur. C'est-à-dire que je vais le mettre dans une situation, sur un sketch filmé, qui va soit, par exemple, je vais être un peu rentre-dedans et puis ça va mettre en place des stratégies de défense, ou alors justement, je vais essayer de le mettre en confiance ou de le confronter à un acheteur particulièrement compliqué. Et ça va être intéressant de voir face caméra comment est-ce qu'il se comporte quand justement il est dans cette phase de déstabilisation. Parce qu'il y a ce qu'on fait de façon consciente et ce qu'on fait de façon non consciente. Donc je l'utilise comme un outil pédagogique, premièrement, OK, bah là, j'ai fait un sketch de genre 10 minutes avec Louis. Et puis, j'avais vraiment l'impression à l'intérieur de moi que j'étais vraiment en train de foirer, que ce que je disais, c'était pas clair, ou j'avais vraiment l'impression de rougir parce que je me sentais pas à l'aise. Et ensuite de constater que, ah la vache, entre ce que je ressens à l'intérieur et en fait ce que ça donne à voir, bah déjà, tu as une différence qui est énorme. Bah, c'est la première chose. C'est de constater qu'entre ce que je perçois, ce que je ressens et la vérité, il y a souvent des grandes différences. Et j'ai remarqué que les différences étaient très souvent positives. C'est très rare que quelqu'un se dise, waouh, j'avais vraiment le sentiment d'avoir géré le truc, mais en fait, quand je me vois, punaise, je suis mauvais, quoi. Ça arrive très rarement comme ça. Parce que les sketchs sont difficiles, ce que je mets en place. Donc forcément, les stagiaires ont plutôt l'impression, les participants et participantes ont plutôt l'impression de foirer le truc, alors qu'en fait, elles se rendent compte que bah, c'était que dans leur tête, quoi. Et ensuite, c'est de travailler, de voir quand il y a certains gestes qu'on fait de façon un peu machinale, qui sont pas esthétiques. Ça peut être
très bien, genre triturer sa feuille parce que je suis pas à l'aise, tu vois. Typiquement, il n'y a pas de conclusion à faire, mais quelqu'un qui va venir sur des autocontacts, je vais venir me serrer, bah ça tend. C'est-à-dire que physiquement, quand tu coupes le son et que tu regardes juste, parce que je fais des analyses aussi sans le son, et ben si tu mets pas de sens sur ce que dit la personne, juste avec le fait qu'elle torde un peu ses mains, ça met en tension. Et juste le fait de les relâcher, alors il y a un travail à faire parce que si tu mets tes mains en stress comme ça, c'est que tu es stressé. Donc c'est ton corps qui essaie de t'envoyer un signal. Et si tu dis, bah non, je coupe ce signal, la tension, elle va aller ailleurs. Mais tu as moyen de travailler ça en te disant, OK, là, je prends conscience que je suis dans un état de tension, je vais essayer de me détendre, de me relaxer et essayer de communiquer de façon un peu plus consciente. Et juste le fait d'allumer cette petite alerte-là, elle va au fur et à mesure améliorer ton style. C'est comme tout. Plus tu vas ensuite répéter l'expérience, plus tu vas devenir performant. Et c'est là aussi où notre travail et mon intervention qu'on fait autour des RA, ben, elle prend tout son sens en fait, du coup. Carrément. Et c'est pour ça que, exactement, quand on a fait des analyses de langage non verbal ensemble, moi j'avais ma partition qui était plutôt technique basée sur le corps, et toi ce que tu voyais, parce que ton regard était entraîné là-dessus, tu voyais tous les RA et comment est-ce qu'on pouvait justement aller plus loin dans l'accompagnement, aller plus loin dans la modélisation d'un plan d'action hyper concret et personnel, vraiment pour chaque individu, pour qu'il puisse ensuite améliorer son style. Souvent, tu as des coachs qui vont par exemple te dire, enfin, quand je dis coach, ça peut être même des formateurs, hein, formateurs de prise de parole en public qui te dit, allez, vas-y, prends confiance en toi, tu te mets debout, les deux pieds bien ancrés dans le sol et tu déclames ton texte, ça va passer tout seul. Oui, mais si derrière il y a une problématique de confiance et d'estime personnelle, c'est pas parce que tu me dis prends confiance en toi que ça va le faire. Moi, je suis très stressé avant chacune de mes formations. Je pense que ça fait 5 ans que je fais ce métier-là. Euh, Avant chacune de mes formations, j'ai besoin de me recentrer sur moi et forcément l'émotion, elle est là au début. Puis après, une fois que ça file tout seul. Et Hmm. c'est et souvent, tu as des personnes qui vont vraiment s'attacher sur ah, c'est pas bien, là, je vois que j'ai les mains qui sont tendues, j'arrête pas de me gratter le nez, ou au contraire, je triture ma feuille et je suis focalisé sur ma feuille A4. Je fais oui, mais euh, si t'as quelqu'un, si tu marches et que tu as besoin d'une canne pour marcher parce que t'es pas à l'aise, c'est pas en retirant la canne que ça va aller mieux. C'est que les tensions, elles vont aller ailleurs. Donc mieux vaut prendre conscience que tu es en tension là-dessus pour que tu te dises, OK, je vais juste essayer de le rendre un peu moins visible et ensuite te focaliser sur ce que tu fais de bien. Parce que l'objectif des formations, comme moi je les anime, c'est aussi de comprendre que dans ta stratégie, ça, tu le fais vachement bien, alors que tu n'en avais pas conscience. Donc vas-y, mets tes billes là-dessus. C'est beaucoup plus simple d'appuyer sur ce qu'on fait déjà naturellement, entre guillemets, de bien, plutôt que d'aller travailler ce que tu fais de pas bien, quoi. Et parfois, juste en mettant encore plus l'accent sur ce que tu fais vachement bien, eh ben, ça arrive à, à, à cacher justement les défauts, entre guillemets. Et voir ce qui va bien, c'est aussi un gros travail parce que nous, on est vachement habitués à voir ce qui va mal. Depuis tout petit, on nous a appris à voir ce qui n'allait pas bien. Et donc, c'est un vrai taf aussi de se dire, OK, je me focus que sur mes points forts et ce qui est bien, en fait. Je dirais même mais plus qu'un taf, hein. Je pense que sincèrement, c'est ce qui me rend le plus triste dans mes formations. Alors déjà parce que je me casse un peu le cul à être plus carré possible et vraiment donner beaucoup, et de voir qu'en face, tu as des gens qui, à cause de leur éducation, à cause du poids de ce qu'on leur a mis sur la tête, à cause de toutes les violences qu'on subit, sont littéralement incapables de voir ce qui fonctionne bien chez elles. Je te jure que c'est vrai, j'ai déjà eu des gens projetés sur grand écran, ils ont fait une super perf, mais quand ils se regardent, c'est les deux doigts dans les oreilles là, et ils regardent leur feuille. Et ensuite, quand tout le monde leur fait un retour, j'ai des grilles de retour à faire pour nourrir un peu les retours collectifs. Moi, je fais un retour, mais tous les participants aussi le font. C'est des sessions de formation qui sont vachement impactantes. Et tu as vraiment certaines personnes qui font pourtant des performances, mais comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on des atouts, des avantages et des inconvénients, des points améliorés. Et dès qu'il y a la partie avantage, point fort de t'es hyper forte là-dessus, tu m'as touché là-dessus, je te trouve hyper compétent, hyper compétente là-dessus, c'est comme ça. Elle regarde, elle fait un petit sourire, c'est ça, elle note rien du tout. Et le lendemain, quand tu demandes juste qu'est-ce que tu as retenu de ce qui s'est passé la veille, elles vont te ressortir que le négatif. Et ça, c'est un travail, comme tu le dis, mais ça prend une vie. Enfin, certains sont plus avantagés que d'autres parce qu'ils ont évolué dans des cadres sociaux plus favorisés que d'autres. Quand j'ai cadre social favorisé, c'est d'avoir des parents, d'avoir des éducateurs qui orientaient justement le regard sur ce qui fonctionne bien. Et quand tu as passé les 10, 20, 30, 40, 50, 60 premières années de ta vie avec un entourage qui mettait le doigt que sur ce qui marchait pas, ah ouais, bah ouais, il est bon à l'oral, mais ton orthographe, Louis, c'est de la merde. Bah forcément, bah, tu focalises sur ce que tu n'arrives pas à faire. Et donc après, bah, tu finis par présenter ton offre en disant, bah moi, ouais, je sais faire ça, mais
mais en même temps, voilà, je viens juste de commencer, donc je vais mettre un prix pas très élevé. Pardon, hein, je suis pas très compétent. Ouais, ça marche pas comme ça, quoi. Et le langage non verbal, pour terminer, il est témoin de ça, en fait. C'est ce qu'il témoigne. Juste pour la petite anecdote, ça me fait penser, tu sais, à la formation qu'on a fait ensemble en septembre. Et il y a un coach qu'on a accompagné parmi d'autres et on lui a demandé ses défauts. Et là, il a dit, bah, c'est ça, ok, et tes points forts. Euh, et en fait, il a mis tellement de temps à trouver ses points forts, alors que les défauts, il les a débités. Moi, mes points faibles, mes défauts, il y a ça. Ok, et ce qui est bien, ce que t'aimes bien, ah, je sais pas, c'est ouf. Et je sais pas s'il y a une tendance aussi sur les, les personnes qui sont dans le milieu sportif, justement. J'ai pas encore identifié de tendance, mais je pense que, il y a aussi ce spectre de pour viser la performance, ça je suis nul là-dessus, donc je vais bosser à fond sur ce dont je suis pas bon, parce que ça c'est bon, c'est acté, je suis OK là-dessus, donc je vais aller travailler sur ce qui marche pas. Et je me demande si justement dans le sport, c'est pas renforcer encore plus. J'ai pas encore de réponse là-dessus, mais sur tous les corps de métier que j'accompagne, je vois pas pourquoi il y aura pas de différence. D'ailleurs, si vous nous écoutez maintenant, est-ce que vous, d'ailleurs, si vous deviez faire un petit check-up, vos deux plus grandes qualités, que ce soit humaines ou professionnelles, et vos deux plus grands défauts, est-ce qu'il y a plus de facilité pour vous à trouver ce qui fonctionne bien chez vous, vos qualités, ou plus de facilité à trouver ce qui marche pas? S'il y a plus de facilité à trouver ce qui marche pas, bienvenue dans le club. Vous êtes comme 90% des personnes qu'on accompagne, et il y a du boulot à faire. En tout cas, me concernant, bah, tu sais, j'ai fait de la compétition pendant pas mal de temps et c'est vrai que dans le milieu compétitif, on a ce truc de il faut faire, il faut réussir, la discipline, il faut être fort, il faut améliorer ce qui va pas, il faut gagner. On est très dans ce truc-là et on veut toujours améliorer ce qui va pas. Et alors que des fois, il suffit juste de se concentrer sur tes points forts pour être encore plus fort et de renforcer peut-être juste un petit peu tes points faibles pour qu'ils soient un petit peu moins faibles, mais pas te focus sur ça, tu vois. Donc, en tout cas, de mon expérience d'athlète dans le milieu de force, de compétition, il y a vachement ce truc de il faut faire, faut être fort, faut gagner et il faut absolument avoir aucune faille, tu vois. Donc ça, c'est un truc. Et puis même dans les cohortes du mentorat que j'ai faites et qu'on fait ensemble, les sportifs qui sont dans la compétition, souvent il y a ce truc-là, tu vois. Je me souviens d'une personne qu'on a accompagnée l'année dernière, toi et moi, qui était très dans son discours, dans le faut faire la discipline, faut pas être faible, etc., tu vois. Donc il y a, en tout cas, je trouve, pour être dans ce milieu, que ça revient quand même Mm. assez ce truc de faut être bon partout et si t'as une faille, il faut se concentrer dessus pour l'améliorer, sinon c'est pas assez bien, tu vois. Mm. Et puis, t'en as à qui ça parle, hein. Et forcément, ça va teinter la clientèle que tu as. Moi, personnellement, entre faire une randonnée avec des bonnes chaussures bien ficelées et faire une randonnée avec des tongs et des cailloux sous les godasses pour que ce soit vachement difficile, personnellement, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère me baser un peu dans le confort sur ce que je fais déjà bien pour l'accentuer à fond. Et une fois que je suis suffisamment sécurisé en confiance là-dessus, ouais, j'ai travaillé sur mes points améliorés. Alors, l'organisation, typiquement. Avant de m'organiser, parce que je suis hyper bordélique, avant de me dire, OK, je vais organiser mes formations de cette manière-là, le dossier jaune, le dossier rouge, avant de faire ça, j'ai vraiment bossé sur, OK, ma différence, c'est quoi? Je sais que je suis hyper performant là-dessus, donc je vais aller à fond. Pourquoi pas pour être le meilleur, carrément, dans mon domaine, et j'ai pas peur d'affirmer que dans certains aspects du langage non verbal et de l'analyse, je suis extrêmement compétent. Et une fois que tu es sécurisé là-dessus, ouais, tu vas aller travailler sur ce qui fonctionne pas. Mais c'est comme tout. Comme ça, tu dis, OK, là, j'ai un niveau suffisant là-dedans, bah, je vais aller explorer autre chose. Et Hmm. pour revenir sur le langage non verbal, ça, c'est assez exceptionnel de voir comment, avec l'expérience, tu arrives justement à déceler ça chez d'autres personnes. Les gens qui vont te dire, moi, j'ai hyper confiance en moi. Ah, moi, ton truc, oui, pff, moi, tu sais, la caméra. Non, mais moi, la caméra, tu sais, j'ai l'habitude, c'est tranquille. Non, moi, ça me stresse, mais pas du tout, ça me stresse pas du tout. Et puis ensuite, quand tout le monde est parti et que la personne est seule face à moi avec la caméra, ah bah, avant de lancer, je vais te dire, il y a du temps. La grande majorité du temps, ceux qui font le plus de bruit, qui me disent qu'ils sont le plus en confiance, après, c'est, mais ça va durer combien de temps, du coup, le sketch? D'accord. Et toi, tu fais comment d'habitude? Parce que moi, la caméra, ah, c'est quoi comme caméra? Ah ouais, non, moi, j'ai pas ça. Et puis, on y va? Ok. Je m'assois là, hein, je m'assois là. Puis en fait, la personne elle parle, le ton il a vachement changé, et toi c'est des indices en tant que spécialiste, que formateur, tu captes pour dire ok, t'inquiète, ça va bien se passer. Donc tu leur dis pas
t'inquiète, je sens que tu es stressé, mais tu peux adapter ton style ensuite. Et ça se voit. Moi, j'adore quand j'ai les stagiaires qui arrivent le matin, qui ne me connaissent pas, avec des formations où ils savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés, puis ils s'installent à leur table plutôt détendu parce que j'arrive avec le sourire, tu vois, tu souris, donc t'as un effet halo de, ok, le mec il présente bien, il parle bien, il y a le sourire, il est dans l'ambiance, il est dans le tutoiement. Ah, ça se décontracte, donc les personnes, tu vois, hop, d'un seul coup, c'est beaucoup plus détendu, commence à parler. Et dès que je dis, vous avez remarqué qu'il y a une caméra dans le coin là-bas, tout de suite, ça regarde la caméra et hop, ça se tend. Ça commence à croiser les bras, ça va derrière. Je mets pas de sens dessus directement. Je dis pas, ah, la caméra les a tendus. Mais c'est des indices, tu vois, comme pour tracer une droite. Si tu fais un point, tu sais pas dans quelle direction la droite elle va aller, mais si tu vois que ça commence à s'aligner toujours dans la même direction, au bout d'un moment, tu peux commencer à te dire, OK, je sens que la personne, elle est pas à l'aise avec cet outil-là. Même si verbalement, 100% de son discours, c'est, oh, moi, je suis super à l'aise. Et ces outils-là, tu peux, au fur et à mesure, quand tu te les appropries, bah, t'en servir à la fois dans le pro, mais aussi dans le perso. Et dans le pro, bah, c'est avec ton client, comment est-ce que je fais pour m'adapter à mon client, comment est-ce que je fais pour renforcer ça. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez déjà essayé, par exemple, si vous avez un certain âge, vous avez essayé d'être cool auprès d'un groupe de jeunes, essayez de voir toutes les différences qu'il peut y avoir dans le langage non verbal. Salut les jeunes, comment ça va? Putain, il y a tellement de différences, tu fais tellement pas partie de ma tribu, tu fais tellement pas partie de mon groupe, tu es tellement différent de moi d'un point de vue social, d'un point de vue vêtements, d'un point de vue communication que du coup, bah, c'est juste, bah, on se marre. Enfin, t'es qui? Tu fais quoi? Tu te prends pour qui? Parce que c'est pas cohérent. Et dans mes formations, j'utilise ces outils de langage non verbal là pour renforcer cette cohérence-là et juste envoyer le signal à mon client de on fait partie de la même famille, on a le même fonctionnement. J'ai un client qui a l'air plutôt visuel, plutôt droit, très branché sur de la sécurité et qui a vraiment besoin de chiffres, qui a besoin de preuves, et ben je vais lui apporter ça parce que je l'ai décelé. Et si en plus, bah, il a une petite voix, qu'il est posé, légèrement courbée, je vais éviter d'arriver en disant Salut madame, monsieur le client, comment ça va? Puis lui taper une tape sur l'épaule parce que ça va le mettre en insécurité. Et à l'inverse, quelqu'un qui est très dans la convivialité, alors attention, parce que ça peut aussi être des jeux de pouvoir, hein, quelqu'un qui va faire semblant d'être très dans le sourire, qui va venir te toucher, te serrer la main fort, ça dépend comment est-ce que tu veux jouer ce jeu-là. Mais quelqu'un qui est très chaleureux, si tu arrives et que tu lui tends une main pour le mettre à distance et qu'il y a un écart, bah, tout de suite, la relation, elle peut fonctionner, mais ça trébuche. Pourquoi trébucher quand tu peux mettre toutes les chances de ton côté? La vraie compétence en vente, c'est tes capacités d'écoute, plus ta capacité d'analyse, plus ta connaissance produit, connaissance service. Et c'est tous ces éléments-là qui, mis bout à bout, font l'expérience, font la compétence. Donc en fait, l'utilisation du langage non verbal pour vendre, ça passe d'abord par l'écoute active. Exactement. Ok. Et l'écoute de ce qui est dit et de comment l'autre bouge. C'est ça. Hmm. Est-ce que t'aurais deux, trois trucs à dire sur l'écoute active? Comment est-ce que tu peux écouter activement ton client? Ouais. Moi, je distingue deux types d'écoute. Il y a l'écoute active et l'écoute authentique. Alors, c'est juste deux termes pour identifier vraiment spécifiquement comment ça fonctionne. L'écoute active, c'est une écoute qui est mécanique, c'est-à-dire c'est se forcer à écouter ce que dit la personne jusqu'au bout, d'oser mettre des blancs, d'oser mettre du silence. Dans les conversations de tous les jours, à la machine à café et compagnie, écoutez vos collègues parler, écoutez les gens dans votre environnement qui discutent. Il n'y a pas de temps de latence. T'as fait quoi hier soir? Ah, j'ai regardé le match et tout ça, c'était super, ouais, moi c'est pareil, bah moi ma fille, oh mais moi ma fille pareil, oh et puis toi, et ça discute, ça parle, c'est social, c'est sympa, mais ça ne s'écoute pas. Si vous êtes face à votre client, le premier conseil que je peux vous donner, c'est écouter jusqu'au bout. Écoutez toutes les infos. Parce que dans une phrase, parfois, avec des clients bavards, par exemple, vous allez parfois avoir 80% de l'information de ce qui est pertinent qui va se situer dans les 10 dernières secondes de ce qu'il dit. Sauf que si vous sentez dans le ton que justement il arrive à la fin de sa phrase et que vous avez déjà commencé à cogiter à ce que vous allez lui répondre, bah vous réfléchissez à votre réponse pendant que la personne est encore en train de parler sur la fin de son discours, et donc vous ratez plein d'infos. Et donc bah, vous rebondissez. Alors c'est super, c'est dynamique, sauf que derrière, bah, vous n'étiez pas à l'écoute. Donc ça, c'est l'écoute active, vraiment se forcer à mettre des temps de silence, se forcer à être plus lent. C'est une vraie habitude à prendre, hein. Et ça demande beaucoup, beaucoup de travail parce que déjà, ça fait peur. Le silence, ça fait vachement peur. On a peur du malaise, peur du silence. Et aussi parce que c'est pas du tout une habitude qu'on a appris à prendre, quoi. C'est difficile à mettre en place. Et la deuxième, qui est l'écoute authentique, je dirais que c'est encore plus difficile parce que ça nécessite de mettre ses jugements de valeur de côté. C'est-à-dire, prenez vous en exemple, typiquement, si vous avez un avis politique,
eh ben, écouter un avis politique qui est complètement opposé, pour vous, ça va être impossible. C'est-à-dire que si vous écoutez quelqu'un parler et que cette personne dit quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs, vous allez tout de suite mettre une grosse croix sur sa tête et en disant tout ce que cette personne va dire maintenant, c'est de la merde. Et vous allez mettre ça complètement de côté. J'ai envie de vous dire, quand c'est dans le perso, bah, vous choisissez les gens avec lesquels vous collaborez. Quand c'est dans le pro, vous choisissez pas forcément. Et l'écoute authentique, c'est se dire, OK, on n'a pas les mêmes valeurs, on ne fonctionne pas de la même manière, mais moi, je vais suspendre mon jugement et je vais quand même écouter la personne. C'est pas parce qu'elle pense pas comme moi que c'est forcément quelqu'un qui ne mérite pas de l'attention. Surtout si c'est votre client. Les clés de votre succès, c'est votre client qui les a. Et ça, c'est encore plus difficile. Mais c'est une autre histoire, j'ai envie de dire. Hmm. Mais c'est très juste ce que tu dis et dans mes accompagnements business, je parle souvent du système nerveux, c'est la base en fait. J'en parle en réa, mais j'en parle aussi dans le business. Et en fait, encore une fois, même quand on parle d'entrepreneuriat, tout est lié parce que, à mon sens, pour pouvoir être à l'écoute, eh ben, il faut que tu sois... euh, En fait, si tu es dans un état de stress, dans une posture de vente où il faut que je vende pour faire de l'argent et pas dans une posture de je veux vendre parce que je veux accompagner, je veux impacter. Tu vois, t'es dans un truc d'urgent, faut que je vende et maintenant t'es dans un état de stress. Et ben là, t'as toutes les projections, t'écoutes pas ton client et du coup, euh, d'une manière, je sais pas si je m'exprime bien, mais en tout cas, comportementalement parlant, ben tu t'adaptes pas vraiment à lui, tu vois, tu vas avoir une personne très posée et toi tu vas arriver dans un stress, allez, ta. Ben en fait, tu vas pas signer ta vente en fait. Et encore une fois, tout est lié et on en revient à ce système nerveux c'est en fait deux systèmes qui se rencontrent et ça match ou pas. Mais tant que toi t'es dans un truc de stress, il faut vendre, il faut faire, et je suis dans ce truc-là à fond et stressé et ben ça peut pas marcher en fait. Clairement. Et j'aime pas trop, moi, tous les termes de mindset dans l'entrepreneuriat et compagnie. Enfin, tu connais, moi, ma vision là-dessus. Tout ce qui est un peu trop commercial, moi, j'aime bien quand c'est dans le concret, quoi. Et force est de constater que les meilleures ventes que moi j'ai faites, en tout cas, c'est des ventes que j'ai faites quand j'avais pas faim. C'est-à-dire quand j'avais pas besoin de vendre. Parce que même les meilleures ventes que j'ai faites, c'est des formations que j'ai vendues à mon coiffeur. Je forme aussi du coup des coiffeurs qui sont responsables de salon et qui ont des équipes. Donc là, c'est plus sur des formations managériales. Et littéralement, j'avais un entretien d'embauche pour une grosse entreprise de la grande distribution pour faire un gros plan de formation avec eux. J'étais pas mal stressé. Puis bon, c'était sorti de confinement, donc je me suis dit, j'avais les cheveux comme ça, il va falloir que je me rafraîchisse un peu. Et moi, quand j'allais chez le coiffeur, avant, je m'inventais toujours une vie. C'est-à-dire que ça me saoulait un peu de parler avec les coiffeurs. Et du coup, j'ai été astronaute, j'ai été mathématicien, j'ai été un scientifique, tout ce que j'étais pas dans la vie, tu sais, genre, vraiment, je m'inventais clairement une vie. Et je me suis dit, bah, là, pour le coup, je vais vraiment parler de ce que je fais. Et dans ma tête, je me suis dit, je vais vraiment essayer au max de donner envie à mon coiffeur de limite d'acheter mes formations, quoi. Et donc, on a discuté, puis vient la question de, et vous faites quoi dans la vie? Et je lui dis ce que je fais dans la vie. Et j'en parle avec mes mots, mais avec aucune intention de vendre. J'étais juste relax, j'étais bien. Et ben, il s'avérait que le mec, en l'occurrence, c'était un responsable de 5 salons de coiffure dans la Vienne. Gilles, si tu me croises, salut. Et qui du coup a adhéré à mon discours. Et puis le lendemain, j'étais dans son bureau, puis on a mis en place des plans de formation pour tous ces salons. Et j'ai fait une super vente comme ça alors que je pensais pas avant. Parce que j'étais dans un état d'esprit de détente, j'étais posé, parce que du coup, la tension liée à l'objectif, elle était pas là. Et donc, forcément, mon langage non verbal, qui était détendu, parce que comme j'avais pas d'enjeu, bah, j'étais plus relax. Et tu vois, j'étais pas en mode focus sur mes objectifs, à fond, il faut que je vende. J'étais juste détendu, bien à l'aise. Et donc, forcément, bah, mon état, par effet miroir, ça influence aussi l'autre. Et bah, naturellement, la relation, elle se met bien. Et l'effet miroir, pour le coup, c'est quelque chose qui est encadré scientifiquement, ça existe. Il y a littéralement des neurones qu'on a dans notre cerveau qui s'appellent des neurones miroirs et qui sont sollicités avec des visuels ou des comportements vis-à-vis d'autres personnes. C'est-à-dire que là, quand tu souris ou quand tu te marres, eh ben, tu vas solliciter une certaine aire de ton cerveau. Et si tu regardes quelqu'un sourire ou quelqu'un se marrer, ça va solliciter la même aire dans ton cerveau. C'est pour ça que les les bâillements, ils se transmettent. C'est pour ça que le fou rire, il se transmet. Et c'est pour ça que dans tout ce qu'on peut appeler stratégie comportementale, eh ben, il y a le côté garder le sourire, garder le peps, restez vous-même. Parce que c'est en étant dans cette dynamique-là que vous allez susciter cette dynamique-là chez votre acheteur, chez votre client. Et puis, en fait, on en revient toujours à ce truc d'être
un peu authentique et qui tu es parce que toi, tu étais chez ton coiffeur, tu étais juste toi, tu étais bien, t'as pas cherché à avoir la casquette du formateur de je sais pas quoi, t'étais chill, aucun enjeu, du coup, tu es à l'écoute de ce qu'il te dit et tu vends. Et en fait, j'ai envie de dire, plus tu vas vouloir vendre, bah moins tu vas pouvoir vendre, en fait. Carrément. C'est Est-ce hyper que impactant. Est-ce que tu aurais un, un conseil à donner pour les gens qui nous écoutent et qui aimeraient utiliser un peu en tout cas, commencer à utiliser un petit peu le langage non verbal auprès de leurs clients, de leurs prospects? Par quoi est-ce qu'on peut commencer? Parce que là, on a et tu as évoqué plein de trucs. Par quoi est-ce qu'on peut débuter quand on veut un peu jouer avec ça, même si il y a des formations, etc., etc. Mais sans formation, si on veut être un petit peu plus attentif au comportement de nos clients, comment est-ce qu'on peut faire? Par où est-ce qu'on commence? Je dirais que la toute première chose, c'est arrêter de penser que vous savez. C'est-à-dire que vraiment, mettez-vous dans une posture de point d'interrogation, je me remets continuellement en question et je mets aucune conclusion. Si vous commencez à dire ah, il est comme ça veut dire ça, c'est que vous êtes forcément sur la mauvaise voie. Donc tous les discours vraiment directs et impactants que vous pouvez entendre sur si vous voulez faire ça, faites ça. Si vous pensez, si vous voyez quelqu'un comme ça, faites ça. Mettez à la poubelle et déjà vous allez faire un grand pas en avant. Et ensuite, je dirais, c'est ouvrez vos yeux je vais être vulgaire, et fermez votre gueule, en fait. Je dirais, ouvrez vos yeux, c'est-à-dire observez comment sont les gens et taisez-vous. Arrêtez d'essayer de vouloir finir leurs phrases. Arrêtez d'essayer de leur prêter des intentions et des attentions. Soyez en observation et essayez d'être le plus passif possible. Surtout si vous êtes un mec, par exemple, et que vous avez plutôt tendance à parler, à vous positionner en soirée et à avoir un avis pour tout. Prenez du recul, taisez-vous et regardez ce qui se passe. Déjà, c'est énorme. Et ensuite, quand vous êtes, faites-le, je dirais, dans un premier temps, dans des environnements dans lesquels vous êtes à l'aise. Vous êtes avec votre groupe de potes à un bar, posé, juste un moment, essayez de prendre du recul et regardez. Regardez comment Magali, elle se tient. Regardez comment Antoine, quand il voit arriver la serveuse sur laquelle il a tiqué, regardez comment d'un seul coup il se remet avec sa posture et il recoiffe sa petite mèche. Essayez comme vous le connaissez bien, votre pote, essayez de voir si justement il y a un intérêt chez lui. Si vous repérez qu'il a un intérêt, voyez comment ça change dans son corps quand la personne qui l'intéresse évolue. Euh, Basez-vous sur les gens que vous connaissez très bien et essayez de, donc jamais tirer de conclusion, mais de vraiment faire de votre vie personnelle dans un premier temps un laboratoire. Et essayez de poser des questions parfois un peu clash, un peu trash, essayez de changer de sujet pour surprendre les gens qui sont en face de vous et regardez au niveau de leurs yeux, par exemple, quand ils sont surpris quand vous dites ou faites quelque chose qui est inattendu. Et j'ai même envie de dire, regardez si vous êtes à l'écoute. C'est-à-dire juste les questions que vous posez à votre entourage. Depuis combien de temps est-ce que vous n'avez pas posé de vraies questions à la personne qui partage votre vie? Quand elle rentre du bureau et que vous lui dites ça a été ta journée? C'était bien, c'était sympa? C'était vraiment des questions fermées. La réponse, ça peut être que oui, ça peut être que non. Déjà, essayez d'ouvrir vos questions et de vous intéresser à l'autre. Et regardez la réaction qu'ils ont. Si les personnes vous disent au bout de 10 minutes, mais il t'arrive quoi, mec? Il t'arrive quoi, meuf? Là, t'es pas comme d'hab. Bah, c'est peut-être que vos signaux d'écoute, ils n'étaient pas encore vachement ajustés. Donc, j'ai envie de dire que la consigne, c'est qu'il n'y a pas de consigne et juste essayer d'être curieux sur le monde qui vous entoure avec vos proches. Et c'est par habitude que vous allez du coup dupliquer ça ensuite chez vos clients. Et en tout cas, dans le milieu pro, vous allez vous rendre compte que ah, ce client-là, il réagit comme ça spécifiquement quand je dis ça. Donc, je ne sais pas à quoi c'est associé, mais j'ai remarqué ça chez mon client. Et si vous avez remarqué déjà ça chez votre client, ça veut dire que vous avez aussi déjà vos antennes qui sont bien ouvertes et que vous allez pouvoir recevoir plus d'informations. Et dans le LNV, en tout cas dans le milieu pro, le questionnement, du coup, c'est important. Bah, évidemment, poser des questions, c'est littéralement la base. Poser des questions ouvertes, écouter la réponse de votre client et surtout écouter comment est-ce qu'il vous répond. Et j'ai envie de dire, le meilleur tips que vous pouvez peut-être recevoir aujourd'hui, c'est poser des questions sur la réponse de votre client. Arrêtez de penser que vous savez ce dont a besoin votre client. Vous ne le savez pas. Votre client, il faut le redécouvrir systématiquement. Vous n'avez pas la science infuse, vous ne savez rien. Partez de ce principe-là. C'est déjà l'ego, bam, il redescend un coup, tu te dis, OK, je suis pas compétent là-dedans, donc je vais m'améliorer. Et ensuite, tu vas juste recevoir les infos des gens qui t'entourent. C'est drôle que tu dises ça parce que là, en ce moment, je suis en train de travailler sur les cibles, tu sais, avec les coachs qu'on accompagne. Et souvent, je leur dis qu'ils doivent trouver ce qui se cache derrière le problème de leur cible. Tu vois, genre, la personne qui veut perdre 50 kilos, en fait, elle vient pas te voir pour perdre 50 kilos. Elle vient te voir parce qu'elle veut se sentir mieux dans son corps. Elle veut se sentir
appartenir au groupe social, tu vois. Mm. Exemple. Et souvent, ils me disent, non, mais je sais ce qu'il y a derrière parce que moi, ta, ta, ta. Oui, mais toi, tu n'es pas ta cible, tu as ton parcours à toi. Et en fait, souvent, les coachs, en tout cas les pros qu'on accompagne, ils vont avoir tendance à amener leurs clients vers là où eux, ils veulent qu'ils aillent et pas là où leurs clients veulent aller. Et c'est comme ça que les trucs ne se vendent pas parce que t'as pas questionné assez et tu sais pas où veut aller ton client. En fait, tu penses savoir, mais quand tu penses savoir, en fait, tu sais pas. Exactement, ouais. Et puis ce que j'aime bien en tout cas dans le côté commercial, dans la vente, c'est que c'est vraiment la somme de plein d'éléments. Tu as plein de gens qui vendent sans maîtriser tout ça. Et c'est OK, c'est normal. Mais par contre, quand tu as des personnes qui vont appliquer de la méthode, appliquer de la technique, bah, il suffit de regarder les chiffres. C'est juste hallucinant. Et tu as des gens qui, au bout de 20 ans, bah, ont plein de clients et avec lesquels ça fonctionne super bien parce qu'ils ont mis en place ces systèmes-là. Et ils le font de façon vachement inconsciente, en fait. Si tu viens de commencer, c'est bien d'avoir des clés et surtout d'essayer. Parce que c'est pas parce que tu le sais que tu le fais. Enfin, j'ai beau être formateur et spécialisé là-dedans, je me plante tout le temps. Je fais des jugements hâtifs, et des moments où je vais un peu vite et du coup, bah, je me précipite et j'analyse pas bien mon client, ou du coup, j'ai tellement l'habitude de faire comme ça que bah, je réplique. On est tous faillibles, on fait tous des erreurs. Il faut juste prendre du recul et de temps en temps se dire, OK, j'ai ma petite alerte là qui s'est allumée, donc cette fois-ci, je vais faire mieux, quoi. On est humain de toute façon, donc normal, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Euh, oui, je voulais savoir, tout au début de l'échange, tu parlais un peu des bullshit qu'il pouvait y avoir au niveau du LNV, etc., etc. Si t'en as, je sais pas, je dis trois, mais ça peut être deux ou cinq ou 10, tu vois. Mais si t'as trois grosses idées reçues sur le langage non verbal, ce serait quoi? Les premières, c'est toutes les idées reçues sur les données chiffrées. 90% de la communication est verbale, non verbale. C'est des tendances. On peut pas chiffrer ça. Euh, et le reste, alors les plus connus, c'est effectivement les bras croisés. J'ai peut-être modifié un peu pour au cas où s'il y a des gens qui le regardent physiquement. Bras croisés, naturellement, c'est associé à la personne est fermée. Que dalle. Enfin, si t'es posé, là, ça se voit pas, mais j'ai les jambes aussi qui sont pliées. Et techniquement, si tu suis ce que dit la programmation neurolinguistique sur le rapport psycho-corporel, je sais pas quoi, bah, ils vont te dire qu'un homme qui a les jambes croisées, par exemple, c'est un signe de fermeture. Alors que pour une femme, ça va être normal, parce que les femmes ont intériorisé le fait qu'elles portaient des robes, et du coup, c'est pour cacher leur intimité qu'elles vont croiser les jambes. Mais c'est des codes sociaux. C'est-à-dire que c'est pas, ça n'a pas une signification liée littéralement à ton cerveau, ton geste. C'est des codes sociaux qui sont intériorisés. Donc c'est beaucoup plus lié à ta condition sociale qu'à autre chose. Et d'ordre général, je dirais que c'est comme ça à remettre dans le contexte. Typiquement, tu peux pas dire que quelqu'un est fermé parce qu'il croise les bras. Par contre, s'il est dans une dynamique plutôt enfin, quelqu'un qui parle, qui est souriant, tu lui poses une question. Alors, en fait, ça va comment ton père en ce moment? Ça va. Et là, si tu sens qu'il y a eu, que l'intonation elle a changé, les bras sont croisés, ça fait non de la tête, tu peux pas te dire il a un problème avec son père. Tu peux juste constater ça a changé. Pourquoi ça a changé? Je vais poser une question. Et c'est uniquement quand tu auras la réponse que tu pourras te dire je sais. Là, le langage non verbal, ça t'a servi à te donner une direction, une indication. Donc, je dirais que les bullshit, c'est tout ce qui tend à vous faire croire que vous pouvez analyser quelqu'un et tirer des conclusions uniquement avec ça. On ne connaît pas les gens qui nous entourent. Combien de personnes sont surpris en se rendant compte que la personne qui vivait à côté de chez elle, c'était un psychopathe? Et oh mais non, c'était important, un voisin super sympa, jamais on se serait dit que, bah ouais, c'est pas écrit sur le front. C'est pas, t'as pas la marque du psychopathe, la marque du bon vendeur, la marque du bon communicant. Ça n'existe pas, ça fonctionne pas comme ça. C'est vraiment à remettre dans le contexte, en fait, et ça part vraiment de l'écoute que tu vas faire de la personne qui est en face de toi, du coup. C'est un outil d'écoute, tout simplement. Et vraiment, ça s'arrête là. Parce que dès lors que tu te dis ça s'arrête là, là, tu peux commencer à t'amuser. Et c'est comme tout. Tu utilises n'importe quel outil en étant sans pression dessus. Bah là, tu peux te mettre à faire des suppositions et à jouer avec ça. Là, j'ai un souvenir à la fac, par exemple, où j'ai littéralement réussi à faire croire à quelqu'un que j'étais médium littéralement. Parce que juste, je parlais pas, et c'était quelqu'un qui parlait, qui parlait, qui parlait. Elle parlait des problèmes qu'elle avait avec ses parents, des problèmes qu'elle avait avec son grand-père, de à quel point ça a été difficile quand justement il est parti à l'hôpital et compagnie. Et juste 3 semaines après, parce que j'avais engrangé juste pas mal d'infos parce que j'écoutais, et j'avais fait une vanne, c'était à une soirée, elle me passait que je suis médium. Et comme je savais que
C'était une grande gueule. Elle allait dire, ah ouais, bah, vas-y, on va voir si t'es médium. Qu'est-ce que tu peux dire sur moi? Elle s'est posée devant moi, donc j'ai fait un. Ok, je vois que t'as un grand-père qui est à l'hôpital. Et là, elle, elle est devenue genre livide. Comment tu sais? Puis je lui ai redonné le nom de son grand-père, le nom de ses parents et compagnie. Et elle était, mais hallucinée. C'est pas un super pouvoir, c'est juste t'es à l'écoute et je l'ai pas analysé comme un Sherlock Holmes qui va constater que quand t'as dit ça avec tes yeux, ça veut dire ça. T'as plein de techniques de lecture froide que les mentalistes vont utiliser, par exemple, en te posant des questions, voir comment tu réagis, faire du lien et voir comment tu réagis avec ce lien-là. Et ça, pour le coup, c'est encadré, c'est un tour de passe-passe. Et ça s'arrête là. Donc, si ça peut être une motivation, amusez-vous. Parfois, juste d'être à l'écoute, c'est un super pouvoir aujourd'hui, hein, j'ai l'impression. Mais c'est vrai en plus aujourd'hui on est dans un truc où on n'écoute pas. Enfin, on parle, on a nos idées, même dans la vente, hein, on a Enfin, il y a un truc, tu vois. Souvent, enfin, dans les pros que j'accompagne, on a des ateliers où tu vois, où on simule en fait une vente, un questionnement, etc., etc. Et comme tu le disais, la personne n'a pas fini sa phrase, que l'autre, elle est en train de répondre déjà dans sa tête, et des fois, elle donne une réponse qui a 1000 lieues de ce qui a été dit avant, parce que c'est ses projections, ses idées, etc., etc. Et c'est vrai qu'on n'écoute pas, en fait, on se pose pas, mais en même temps, on en revient au système nerveux, on est tous hyper dans le stress, dans le faire, il faut vendre, etc., etc. Donc, juste la base, on en revient toujours vraiment au même truc, genre ton système nerveux, tu dors, tu manges, tu t'occupes de tes Ouais. rats, tu respires, c'est le truc de base pour le coup. Tu vois, là, enfin, je vois vraiment un gros lien en tout cas avec ce que tu dis. Mm. Euh, Est-ce que pour toi, du coup, l'utilisation du langage non verbal pour vendre, c'est primordial? En tout cas, c'est important. Et si oui, à quel point c'est important? C'est primordial si vous l'utilisez comme un outil d'écoute. C'est-à-dire que si c'est vraiment utilisé pour renforcer votre écoute. Parce que avant tout, quel que soit votre domaine d'activité, c'est l'écoute qui prime absolument, surtout quand on parle de vente. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, alors ça dépend où est-ce que vous en êtes. Encore une fois, il n'y a pas de réponse absolue. Désolé, mais c'est pas sexy, c'est pas hyper percutant, mais ça dépend vraiment d'où vous en êtes. Si vous êtes euh, peu adaptable, que vous avez de grandes difficultés à vous exprimer face à votre client, que vous avez très peu confiance en vous, le langage non verbal va devenir très utile pour vous donner des pistes d'amélioration que vous allez pouvoir travailler ensuite. Et sera plus utile que pour quelqu'un qui a par exemple un business qui fonctionne déjà bien, qui est avec une clientèle qui a déjà son style et qui a déjà en confiance. Et là, le langage non verbal sera moins impactant, mais ça va être un outil intéressant pour aller chercher cette petite frange de clients que j'arrive pas encore à chercher parce que je ne suis pas encore suffisamment à l'écoute pour ouvrir. Si il y a l'envie d'aller ouvrir, d'aller chercher cette clientèle-là. Moi, je touche des clients spécifiques avec mon style, parce que je parle pas à tout le monde, et c'est comme tout. J'ai fait le choix d'avoir un style assez tranché, et puis d'être franc et pas être dans le bullshit. Et, euh, Ça plaît à certaines personnes, à d'autres non, et j'ai fait mon choix là-dessus. Je sais que moi, mes pistes d'amélioration, elles sont spécifiques, je les ai identifiées, et je travaille dessus. Donc, je dirais que c'est important pour vraiment répondre à ta question, en fonction de... C'est important différemment en fonction de comment est-ce qu'on se positionne avec son business, en fonction de si on commence, si on ne sait pas du tout par où partir, et si on est déjà bien installé et que dans la communication, ça fonctionne. Parce que ça reste un outil de communication quand même, avant tout. Ok. Et pour toi, est-ce qu'on peut vendre sans écoute? Non. Non, non. Si vous vendez sans écoute, c'est que votre produit se vend tout seul et que vous n'avez pas de valeur ajoutée derrière. Quand je sais pas, un chef de secteur chez Coca-Cola, un Coca-Cola, c'est un produit d'appel dans n'importe quel magasin de grande distribution. Tout le monde a besoin d'avoir du Coca quand tu gères ton magasin. Les produits Coca-Cola, ils se vendent tout seuls. Enfin, t'as pas besoin d'être un bon chef de secteur pour vendre Coca. T'as pas besoin d'être à l'écoute pour ça. Si ton produit il se vend alors que tu n'écoutes pas ton client, que tu n'es pas capable de savoir quel est son besoin, quelle est sa motivation, c'est que bah, tu as un super produit qui se vend tout seul. Alors bravo, mais tu as une belle marge de manœuvre pour le coup. C'est impossible de vendre sans écoute. En tout cas, les meilleurs commerciaux et je dirais même les meilleurs managers et j'ai même envie de dire les meilleurs humains que je connais aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui sont le plus dans la relation, c'est des gens qui sont dans l'écoute avant tout, qui vont te poser des questions ouvertes, qui vont s'intéresser à ce que tu fais, qui vont s'intéresser à toi et qui forcément bah, ont de l'info. Donc, ils peuvent après dérouler leur tunnel de vente, dérouler leur argumentaire comme il faut. Tu peux être un super pitcher, un super communicant, avoir vachement confiance en toi, mais si tu te regardes le nombril et que tu fais que parler sans écouter ton environnement, bah, tu fais rien. Donc, ouais, tu vends peut-être, mais tu vends 1%, 0,5%. Donc, en tout cas, ou alors, tu as un produit qui se vend tout seul, mais tu peux pas vendre sans écoute. C'est pas possible. C'est ma croyance.
peut-être que on peut, si vous avez d'autres exemples ou si toi t'en as, je suis prêt à les entendre. Je veux bien me remettre en question là-dessus. Mais moi, pour l'instant, depuis que j'ai commencé staff, j'ai jamais vu que quelqu'un qui était performant sans être à l'écoute. Bah, moi, je pense, je te demande si on peut vendre sans écoute, tu me dis que non, et je te rejoins assez, mais je voudrais juste faire une nuance, et ça rejoint ce que tu disais avant, que tout dépend de ton niveau d'avancement, mais il y a des choses aujourd'hui qui se vendent très bien sans avoir à écouter, mais parce que les gens sont passés par une écoute à la base, tu vois, c'est des gens qui ont un business qui marche, un nom, qui ont imposé une marque, leur manière de faire, de voir les choses et qui ont à la base commencé quelque part comme tout le monde, qui ont écouté, qui ont créé des offres et des services bah, adaptés à leurs clients parce qu'ils avaient écouté et que aujourd'hui, comme ils se sont imposés, ils ont plus besoin en fait d'écouter. C'est des choses qui se vendent automatiquement. Hum, Mais dans tous les cas, pour créer le truc, ils sont passés par une phase d'écoute, de questionnement pour vraiment connaître leur cible et créer un truc adapté. Mais je pense que je te rejoins sur ce truc-là, c'est que si tu vends un truc sans écouter et qu'il se vend très bien, c'est que c'est pas un truc qui a une valeur énorme, tu vois. Moi, je prends mon exemple là pour le mentorat cette année, j'ai mis en place des appels de vente et j'ai généré presque 40 000 euros en 3 semaines. J'ai rempli le mentorat en 3 semaines. Et en fait, je n'ai jamais rempli le mentorat aussi vite, alors que la formation, elle coûte à peu près 4 000 euros, tu vois, donc c'est quand même un coût par tête. Mais en fait, les appels de vente, j'avais un échange direct avec la personne. Donc pendant 1 heure, on pouvait échanger, je pouvais l'écouter, je pouvais répondre à ses peurs, à ses objections en temps réel. Et surtout, j'avais un vrai temps, moi, pour parler et pour exprimer vraiment la valeur de mon offre, en tout cas de notre offre à toi et moi. Et ça, j'aurais pas pu le faire. Enfin, en tout cas, j'aurais pas pu remplir le mentorat aussi vite sans ce moment de 1 heure d'écoute et d'échange, tu vois. L'an dernier, le mentorat, je l'ai rempli, mais j'ai mis plusieurs mois parce que je l'ai rempli grâce à des posts, à des mails, etc., etc. Et vraiment, quand tu échanges directement avec la personne et comme tu le dis, que tu l'écoutes, eh ben, tu peux vraiment répondre aux objections, comprendre ses peurs et pitcher vraiment toute la valeur de ce que tu amènes. Et si t'es pas en mesure de le faire, tu vends pas correctement ton offre qui a de la valeur. Donc, je pense que je te rejoins assez sur ce truc en tout cas. est-ce que tu as identifié le temps non, juste si on parle de temps de parole, le temps où toi tu as parlé et le temps où ton client ou ta cliente a parlé, tu dirais que c'est quoi au niveau des proportions sur les appels d'une heure? Alors, je peux pas être précise, mais mes appels de vente, et je pourrais faire un podcast à ce sujet parce que c'est un truc qui a vraiment été, j'aime pas trop ce mot, mais game changer un petit peu dans mon business en tout cas, tu vois. Mais sur un appel de vente de 1 heure, je dirais que le ratio de parole, si je dois parler en minutes, je pense qu'il est de 40 minutes pour mon client et 20 minutes pour moi. J'essaie vraiment, en tout cas, je commence de mon côté toujours mes appels de vente par un petit ah, ça va, t'es chez toi là, tu vois, histoire de voir un peu comment la personne est-ce qu'elle est, dans quel mood est-ce qu'elle est plutôt ouverte ou un petit peu fermée, ouais, bah là, je suis chez moi. Ok, ou est-ce que c'est bah là, je suis chez moi, c'est bien, il fait beau, enfin, tu vois, dans quel mood est-ce qu'elle est pour un petit peu m'adapter à elle, et là, c'est ton domaine, et peut-être qu'on parle de langage non verbal du coup. Complètement. Et puis ensuite, je lui demande en fait son parcours, ses besoins, pourquoi ça l'intéresse. Et dans tout ça, j'essaie vraiment d'écouter, tu vois. Ta formation, elle m'intéresse pour ça, ça, ça. Ok, mais pourquoi elle t'intéresse pour ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce truc? Et on en parlait à Clermont-Ferrand, toi et moi, quand on parlait des objections, tu me disais que quand tu as un client qui te dit j'ai pas le temps, en fait, c'est pas une objection. Il va falloir aller chercher, ok, pourquoi t'as pas le temps? Et là, l'objection, elle est fondée. Mais dire, j'ai pas le temps, c'est pas pour moi, nanana, c'est pas ça. Pourquoi tu penses que c'est pas pour toi? T'as tout dit. C'est exactement ça. Et c'est ce qui est génial. On est des animaux sociaux. On fait que s'exprimer au travers du langage non verbal. Et toi, ta stratégie, elle est excellente. De l'écoute. Donc là, tu me parles d'un 40 minutes pour ton client, 20 minutes pour toi. Je trouve que le ratio est plutôt bon. Parce que si vous êtes vendeur et que vous prenez vachement de place pour parler parce que vous avez bien pitché votre truc, c'est que vous avez pas compris. De l'écoute, du temps, de l'attention sur l'autre et puis de la remise en question. C'est primordial.
Et comme tu le dis, tu as eu de passer de, tu disais, plusieurs mois à juste 3 semaines pour faire ton chiffre d'affaires sur ton mentorat. Alors, c'est pas automatique, parce que c'est, enfin, j'aimerais bien voir ton niveau de fatigue, on en a parlé un peu, mais l'écoute active, c'est pas j'écoute Mémé qui me raconte une énième fois ce qu'elle a vécu quand elle était jeune, hein. Faut modéliser, comme tu le dis. C'est, la personne, elle me dit, j'ai cette problématique. Toi, en tant que professionnel, c'est de transformer cette problématique en des axes concrets, de reformuler, parce que aussi tu peux te planter dans cette modélisation-là. Donc, c'est t'assurer auprès de ton client de dire, c'est bien ça. Et c'est pas parce que ton client te répond oui, c'est ça, que c'est forcément ça, parce qu'il peut te dire oui pour te faire plaisir, parce qu'il n'a pas très bien compris, il faut aller chercher. Et c'est une habitude à prendre. C'est une vraie stratégie qui est très, très, très difficile à acquérir sur le long terme. Et même les commerciaux, les vendeurs, les coachs les plus compétents que je connais aujourd'hui, même eux, ils sont pas parfaits là-dedans. T'es pas parfaite là-dedans, je suis pas parfait là-dedans, on a tous des axes de progrès. Le vendeur parfait n'existe pas. Mais il y a toujours un moyen de s'améliorer, d'aller voir ses points forts, ses petites faiblesses sur sa stratégie commerciale et d'aller travailler dessus. En tout cas, c'est ce que j'aborde et ce qu'on aborde dans les formations pour vraiment avoir du concret. Parce que les axes génériques qu'on peut trouver sur les réseaux, qu'on peut trouver sur Internet, t'en as des très bons, hein. Si t'as un blog qui te dit les 5 signes de l'écoute et que ça te pousse à écouter plus, bah, allez-y, prenez. Maintenant, est-ce que vous pouvez identifier ce qui spécifiquement va vous booster? Ça, c'est un travail plus approfondi, plus professionnel. C'est de l'accompagnement qu'on peut faire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Euh, non, je conclurai juste sur. J'arrive à un moment, moi, de ma vie professionnelle où j'ai tellement écouté, je me rends tellement compte déjà du déficit d'écoute que moi j'ai avec mon environnement. Enfin, je travaille tous les jours mon écoute. Et juste si vous tenez aux gens, en fait, si vous tenez à vos proches, si vous tenez aux gens qui partagent votre vie, je dirais que vous avez vraiment beaucoup à gagner, mais plus que du business. Vous avez vraiment à gagner à renforcer vos relations en étant simplement plus attentif et plus à l'écoute de l'autre. Donc, je dirais que si vous avez envie de prendre un peu moins de place et d'offrir ce beau cadeau aux gens qui comptent pour vous, si vous n'avez pas quoi offrir à Noël, vous n'avez pas les thunes pour offrir un cadeau à Noël, offrez un peu d'écoute. Ça fera du bien à tout le monde et ça peut dénouer beaucoup de choses. Enfin, faites-vous ce cadeau-là. C'est peut-être que j'ai envie de conclure là-dessus. Et puis, on va faire de la thune aussi. Bah, tant qu'à faire, tu peux faire les deux. Pourquoi se priver? Genre, tu prends du plaisir, ça améliore tes relations. Enfin, genre, manquerait plus que ça guérisse une maladie grave et puis, et puis c'est parti, quoi. Mais ouais, carrément. Ben, très belle conclusion. Écoute, Louis, je te remercie beaucoup pour cet échange. Pour les personnes qui aimeraient contacter Louis, il n'est nulle part. Louis travaille avec moi. Donc, pour le moment, si vous voulez contacter Louis, c'est à travers mes réseaux. On va développer en tout cas notre projet parce qu'on est sur un gros projet là pour les mois à venir. Donc, vous pourrez le contacter de manière peut-être plus directe. En tout cas, sur les réseaux que j'alimente, Louis est là et derrière, il a aussi la main. On me voit, mais il y a aussi Louis qui est là. Donc pour le moment, c'est par mes réseaux pour contacter Louis et dans tous les cas, très bientôt, il y aura un lien direct avec lui. En tout cas, Louis, ben un plaisir d'avoir échangé avec toi sur ça et puis des échanges, on va en refaire encore vu que ben, on a un J'espère. projet qui est en train Il y a de intérêt. voir le jour là, c'est clair. Ben, je remercie tous les gens pour leur écoute et puis ben, je vous dis à bientôt. Salut! Salut, Sid, prenez soin de vous.